Vostra. On a réussi dans le numérique parce qu'on avait un print puissant. Donc on est convaincu qu'encore aujourd'hui, eh bien, pour réussir, il faut ce couplage. Et si je fais le parallèle avec l'image, pour réussir dans le numérique, digital, vidéo, il faut ce couplage avec le canal historique ou le support historique et la TNT. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir pour la deuxième fois Fabrice Bazard, directeur général du groupe Ouest France. Alors on va parler de tout ça, mais je dis deuxième fois, on s'est vu, on avait eu la chance de s'entretenir, de discuter ensemble en mai 2022, donc on est quasiment 3 ans après ce premier épisode. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, beaucoup de projets qui sont en train de se lancer et voilà, je trouvais intéressant de te recevoir à nouveau pour faire ce petit update. Donc merci Fabrice. Eh bien merci à toi et bonjour déjà. Bonjour. Et merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, la deuxième, et je dis deuxième parce que j'espère bien qu'il y aura une troisième. Mais... Et écoute, c'est ma toute dernière question déjà. Si jamais on se reparle dans 3 ans où on en sera, j'espère en tout cas voilà, qu'on aura l'occasion de faire ces petits points. Alors j'ai l'impression avec le nombre de sujets que j'ai préparés qu'on pourrait le faire plus souvent que ça, parce qu'en réalité il y a quand même pas mal de choses qui ont bougé, pas mal de choses qui ont évolué. Déjà, donc quand je t'avais reçu, tu étais directeur des activités numériques à l'époque. Maintenant tu es le directeur général et le président de la régie Aditi. Ça peut paraître anodin, c'est pas rien. Tu peux nous raconter un peu cette transition, ce qui s'est passé un peu dans l'organisation de Ouest France, je vais faire assez vite, puis accessoirement, je n'aime pas trop parler de moi, donc je vais on faire va ça parler technique. pas mal de Ouest France après, t'inquiète. Donc effectivement, il y a eu un changement dans l'organisation du groupe, puisque auparavant, le dirigeant de Ouest France était aussi le dirigeant du groupe. Ouais. Donc c'était Louis Echelard, bien sûr. Et il y a 1 an et demi, donc cette gouvernance a évolué pour scinder les rôles. Donc a été mis en place chez Ouest France un nouveau directoire avec 4 personnes, dont 3 nouvelles têtes. C'est bien, un vrai renouvellement. Donc un vrai renouvellement. Et Louis était resté jusqu'à il y a quelques temps DG du groupe. Enfin, chez nous, c'est un gérant, mais bon, voilà. Et là, il y a eu une évolution assez récente, puisque lui aussi est désormais, il est encore présent, mais comme conseiller, mais il a été remplacé dans ses fonctions par Fabrice Bacouche, qui nous a rejoint à peu près en octobre, si ma mémoire est bonne. Donc, il y a encore un point commun, il y a 2 Fabrice. Voilà, un deuxième Fabrice. Et donc toi, voilà, tu reprolonges ton aventure un peu sur tous ces projets-là chez Ouest France. Parti pour oui, alors à la fois c'est nouveau parce que les missions sont bien sûr plus larges et puis il y a quand même une continuité puisque le numérique est bien sûr aussi au cœur de nos préoccupations. Mais tout de suite, je tiens quand même à dire que, et là on est peut-être un peu originaux chez Ouest France, c'est qu'on croit au print. On fait souvent les gros yeux quand je dis ça. Et donc, parce que c'est une méthode couée, tu sais. Pas du tout. Et tu vois, juste un chiffre. En 2024, on a acquis conquis 100 000 abonnements. Et on a dans le mix, on a 40% de print. Et parmi ces 100 000 Parmi ces 100 000. Alors, c'est 92 000, pour être précis. Mais donc, on se bat pour le print. Donc votre portefeuille d'abonnés print augmente. Ah non, il est quand même en baisse. Mais grâce au numérique, on arrive pour l'instant à stabiliser. Donc, depuis septembre, on a un portefeuille print plus numérique qui est stabilisé. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Et puis maintenant, on va essayer de le faire progresser. Exactement. Tu peux nous donner quelques chiffres, justement? Je crois que vous aviez 240 000 abonnés numériques. Vous êtes 350 000, c'est les chiffres que j'avais. Oui, alors l'objectif 27, lorsqu'on s'était rencontrés, on sortait d'une réflexion classique de plan à moyen terme. Ouais.
Et donc, on s'était fixé 350 000 pour 2027. On a fait 2 tiers du chemin, mais il y a encore 1 tiers. Ouais. Et effectivement, là, il va falloir innover encore un peu parce que... Alors, l'année 24 était assez particulière, parce qu'il y avait une actualité incroyable. C'est incroyable. Ce qui fait on a été porté, clairement. Mais on constate que le rythme d'acquisition du numérique, on aimerait que ça aille plus vite. Donc, il va falloir des nouvelles idées pour aller chercher ces 350 000 abonnés numériques en 2022. D'ici 2002, il vous reste 2 ans pour le faire. Et rapidement, un petit update sur la pub. Toutes les pages en 2022 ont été monétisées par la publicité, même pour les abonnés. Est-ce que c'est toujours le cas? Comment votre modèle publicitaire a évolué? Alors là aussi, peut-être un point particulier. Le terme n'est pas très joli, mais la pub est pas sale dans notre esprit. La pub est clé dans le modèle économique. Parce que finalement, le succès de Ouest France, ou en tout cas sa résilience, notamment sur le print, on le doit à l'accessibilité. Et l'accessibilité, notamment, c'est quoi? C'est le prix. Oui. Et donc c'est toujours une souffrance quand on doit augmenter le prix d'un tarif. On en avait parlé. Hélas, on l'a augmenté en janvier, mais que de 5 centimes. Donc ça, on essaye de maîtriser ça. Et pour maîtriser ça, évidemment, la pub est essentielle. Dans le prix du journal, la publicité, c'est de l'ordre de 30 centimes. Donc sans pub dans le journal, il coûterait 30 centimes plus cher. Donc on perdrait 10 centimes, c'est 6 000 abonnés perdus, pour te donner des chiffres. Donc la publicité est clé. Après, ta question, elle est plus sur le numérique. Et là, c'est une bonne question, parce que la problématique, c'est que la pression publicitaire, que ça soit un anonyme ou un abonné, elle est souvent trop forte. Donc je pense que tous les médias, on n'est pas atypiques, ont un enjeu de rendre la publicité mieux intégrée, peut-être moins nombreuse. Avec un meilleur environnement, une meilleure attention. Voilà, quelque chose de plus premium. On prend le pied d'article, pour citer un exemple. On a souvent des pieds d'article quand même un peu longs, un peu lourds. Même si, merci aux acteurs qui nous aident sur cette partie-là. Oui, bien sûr. Évidemment, mais l'enjeu, c'est sans doute... Historiquement, en 2022, on avait plutôt une approche par les volumes sur la publicité numérique et des prix qui étaient plutôt des petits prix. Et je suis convaincu qu'on va rentrer, enfin on est déjà d'ailleurs dans un moment où la publicité sera sans doute moins nombreuse, plus personnalisée, bien sûr, plus qualitative et mieux intégrée et, je l'espère, vendue plus cher. Ouais. Et donc ça passe par quoi? Pardon, juste rapidement un petit focus là-dessus. C'est par une réflexion entre le produit, la régie, en se disant voilà, on va avoir un écran un peu plus beau et puis aller nous vendre ça plus cher auprès des annonceurs. Alors déjà réussir à mieux la contextualiser encore. Donc il y a pour un acteur, je raisonne en régie locale là, cette fois. La géolocalisation, donc la personnalisation par rapport à ton lieu de vie est évidemment essentielle. Mais ça peut être aussi de la publicité contextualisée en fonction de la thématique, de l'article que tu es en train de lire. Donc, c'est pas trop difficile à faire. L'enjeu clé, c'est que c'est la fin, bien sûr, des cookies tiers. Ouais. Et donc, l'enjeu, ça va être d'identifier et de connecter nos internautes sur nos plateformes. Et là, par rapport notamment aux acteurs de la télé, si je fais un parallèle, qui eux obligent d'ailleurs. Oui, ils ont bien fait. Ils l'ont très bien fait. Début, on doit s'inscrire si on veut regarder les lives, les replays des plateformes télé. Donc là, il n'y a rien à dire. Nous, on a des millions de visiteurs tous les jours et on a 200 000 connectés par jour. Donc 200 000, c'est bien, mais c'est pas assez. Proportion. Voilà. Donc on a un gros enjeu là-dessus. Et qui nous permet, une fois que les gens sont connectés, bien sûr, de collecter de la data, de personnaliser l'expérience, et puis surtout de s'affranchir des cookies aussi. Donc ça va dans le bon sens. Mais donc il faut trouver la bonne recette, la bonne proposition de valeur qui fait que les gens aient envie de se connecter. Et les régulateurs, la CNIL, je ne vois pas ça que comme une difficulté. Ils jouent leur rôle au service, bien sûr, des mobinautes ou internautes, et leur politique de vouloir réguler ce qu'on appelle des vendors, qui sont des acteurs de la programmatique, de vouloir les réguler, je pense que c'est très positif. Ça évite d'avoir, à une époque, il y en avait 1000 potentiels. Ils pouvaient venir de Singapour, de Russie, c'était n'importe quoi. C'était un peu... voilà. Donc ça, c'est en train de se réguler, c'est aussi une bonne nouvelle. Donc le régulateur joue son rôle et de façon intéressante. Ouais, donc c'est la période de transition qui est un peu compliquée, mais on va quand même vers du bon, du plus premium et des choses un peu plus qualitatives. Merci pour ce petit update. Un des gros sujets que je voulais évoquer avec toi, que j'aurais pu rappeler en introduction, mais ce sera probablement dans les notes et voire dans le titre de l'épisode, c'est le lancement dans la télévision de Ouest France, quoi. Donc le gros projet dont on a parlé, annoncé l'année dernière, OFTV.
Alors la question simple évidemment, pourquoi est-ce que vous vous lancez dans la télévision? Alors je pense que vous étiez déjà un peu dans la télévision locale, on sait dans tous les groupes de presse, de PQR notamment, ont une chaîne locale. Là, c'est un changement de paradigme, c'est vraiment la TNT, c'est suite à la décision de l'Arcom de retirer les fréquences de diffusion de C8 et NRJ12 notamment. Vous avez gagné cet appel d'offres, mais avant de le gagner, il a fallu se lancer. C'est quoi la genèse un peu de cette idée folle? Alors, il n'y a jamais qu'une seule idée. La première, je rebondis encore sur l'accessibilité. Ouais. Quand tu veux être un média le plus accessible possible, le plus populaire possible dans le bon sens du terme, tu dois être sur tous les canaux. Ouais. C'est pas toi qui choisis, c'est ton lecteur. Exactement. Et ça fait écho effectivement ce que tu disais, dans le premier épisode, je me souviens effectivement que Ouest France a la volonté quand même d'être un acteur, de ne pas être un simple acteur, entre guillemets, régional de l'Ouest. Ouais. Et vraiment, vous voulez rayonner au niveau national, voire international. Donc là, cette idée derrière la télévision... Alors, dans ce que tu dis, il y a deux dimensions. Il y a une dimension éditoriale. Donc effectivement, notamment la presse parisienne avait le réflexe de nous classer en régional. Ouais. Ça nous énervait un peu. Et donc, il y avait une dimension depuis 10 ans, et même plus d'ailleurs, où on a vraiment travaillé à la fois l'info générale, à la fois l'info locale, en se disant, en étant fort, le plus fort possible sur les deux, on réussira à toucher un maximum de lecteurs. Donc ça, c'était l'axe éditorial. Et maintenant, l'autre axe, c'est l'axe des formats ou des canaux. Et là aussi, il faut être présent partout. Enfin, on était sur le print, évidemment, on était sur le numérique. On pourra aller plus loin, quelques expériences, quelques avancées dans l'audio. Donc l'image, je dis pas la TNT, je dis l'image. L'image était tout à fait naturelle, comme un prolongement des supports ou des canaux existants chez Ouest France. Ouais. Donc une fois que tu as ça en tête, c'est le premier élément. Ouais, Et le deuxième élément très fort, c'est un constat, c'est qu'on a réussi à finalement sortir de nos territoires historiques grâce au numérique, ça c'est évident, mais on l'a fait beaucoup grâce à Google, qui nous apporte à peu près 60% de nos audiences. Et donc on touche évidemment toutes les régions françaises, mais on la touche par un intermédiaire, et donc c'est des audiences qui ne sont pas toujours engagées. Oui. Et qui ne reviennent pas forcément, qui viennent pour un article. Donc, ton modèle économique, c'est pas inintéressant, tu fais de la pub, évidemment, mais c'est compliqué pour monétiser au sens contenu, puisqu'ils sont insuffisamment engagés. Et on est convaincu, on verra, on est convaincu que la télévision peut être un média assez puissant pour nous permettre de rayonner davantage et aussi un peu de nous émanciper, parce que les acteurs régionaux ont souvent une caractéristique, c'est qu'ils sont assez discrets. Et lorsque tu veux rayonner plus largement, plus nationalement, on devra communiquer sur nos valeurs, sur la qualité de nos contenus, faire connaître encore plus la marque. Et je suis convaincu que l'image, la télévision est bien sûr un levier important. Ouais. Et puis, dernier élément, ça tu le devines, c'est que pour toucher des jeunes ou des plus jeunes qui très souvent rentrent dans les contenus par l'audiovisuel, là aussi c'était naturel d'investir dans ce secteur. Quoi. Ouais. Tu peux raconter le pitch de OFTV, ce que ça va être? Et ma question est aussi notamment à quel point ça va pas être une télé régionale. Alors, je sais que ça l'est, parce que tu vas nous l'expliquer, mais à quel point c'est pas, un effet d'aubaine, et puis on a notre petite télé régionale qui va avoir une fréquence nationale. À quel point c'est un projet national, et à quel point ça va être différent de ce qu'on a pu voir ailleurs? Souvent, ces derniers mois, on a été caricaturés par des acteurs de talk connus, notamment, qui ont essayé de présenter le projet d'Ouest France comme un projet de la ruralité. Déjà, chez nous, c'est pas un gros mot, c'est bien de le dire. Et on peut le rappeler. Et d'autre part, le projet, ce n'est pas que ça. Le projet, c'est bien un projet qui doit toucher tous les Français. Donc, c'est une chaîne généraliste, à portée nationale, mais... Je vais faire un parallèle avec ce qu'on connaît de mieux, qui est le rédactionnel. C'est un peu ce qu'a fait Actu dans le rédactionnel, avec Actu.fr. C'est finalement, quand tu fais du multilocal à grande échelle, tu deviens national. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc c'est de parler des territoires. On a été motivé, alors j'ai plus les dates précises, mais début 2024, il y a eu une enquête assez approfondie de l'Ipsos sur le ressenti des spectateurs par rapport aux chaînes existantes. Alors, tu m'excuseras, 2-3% près, mais en gros, 85% des interviewés, qui sont bien les spectateurs, qui sont bien dans la cible des 25-49, disaient,
on ne se sent pas nos préoccupations dans les chaînes nationales, on n'a pas le sentiment qu'elles sont bien prises en compte. Là encore, et je caricature un peu, c'est souvent Paris et Paris Intramuros qui est représenté. Et donc, on attend un acteur des territoires, et un acteur des territoires qui ne décrète pas qu'il est des territoires, qui le montre en ayant notamment des intervenants, des journalistes qui sont sur le terrain, qui sont proches de chez nous. Donc c'est ça notre enjeu. Et cet enjeu-là, on ne va pas le relever tout seul. Aujourd'hui, effectivement, on est fort sur 3 régions, mais pas sur toutes les régions. Et puis on peut parler de l'outre-mer aussi, bien sûr. Et donc on devra créer, le terme un peu galvaudé maintenant, mais un écosystème qui associe évidemment des télés locales qui, eux, sont effectivement dans l'hyper-local, mais qui associent aussi la presse quotidienne régionale, par exemple, voire des influenceurs, parce qu'on va parler beaucoup de numérique aussi, qui sont des gens qui vont nous aider à avoir cette portée. Et dès qu'il y a une belle histoire en France, peu importe où elle est, il faut qu'on la capte, qu'on puisse la diffuser. Et une belle histoire, même si elle est à Marseille, elle intéressera un Strasbourgeois. Il n'y a aucune raison. Ouais. Donc, de façon très schématique, c'est ça. On veut y associer quelques marqueurs forts. Donc, il y en a 2 sur lesquels on a déjà, bien sûr, communiqué. Un qui est... on va lancer un talk. Donc là, on a retenu une association, puisqu'ils sont 3 acteurs. Donc, Renaud Levankim sera le réalisateur, producteur. On sera associé aussi à France TV Studio et aussi à Brut. Donc là, 3 très belles références. Ouais, avec un vrai savoir-faire. Un vrai savoir-faire. Complémentaire. Renaud Levankim a créé le Grand Journal. Donc c'est pas mal quand même comme CV. Donc là, au moins, et il est très motivé. Là aussi, c'est une excellente nouvelle pour nous d'arriver à associer ces acteurs référents, c'est une bonne nouvelle, mais de les voir aussi très motivés par notre projet, déjà c'est sympa et en même temps c'est encourageant. Parce que, effectivement, eux aussi considèrent qu'il manquait un maillon, qui était ce maillon de représentation des territoires. Oui, donc c'est pas qu'une aubaine financière de se dire c'est un contrat de plus. Personne n'a limite ses intérêts. mais en tout cas, tu sens de la motivation et un engouement autour de la promesse. On s'appelle Ouest France, donc forcément il y aura un JT. Donc on va commencer avec un JT d'une 12aine de minutes. Donc on est en train de travailler dessus. Et après, on imagine d'avoir quelques marqueurs. Alors là... assez logique, on s'appelle Ouest France, pourquoi pas une émission sur la mer, le maritime, une autre sur le pouvoir d'achat. Là aussi, c'est la même chose. Si on veut toucher les gens, parler de leur quotidien, parlons du pouvoir d'achat. Donc voilà, et sans doute une autre sur le patrimoine, en y associant la gastronomie. On pense qu'il y a la place pour des émissions un peu originales. Ok. Et tout ça avance, diffusion prévue dans 6 mois, le 1er septembre 2025, c'était votre engagement. On est un peu têtu, on est breton, donc à l'Arcom, on leur a indiqué le 1er septembre. On n'a pas changé de date, on démarrera le 1er septembre. Comme on dit, on est un peu charrette, mais on avance. Ouais. La preuve sur ce que je t'ai cité, il y a bien sûr des chantiers techniques. Oui, puis on a vu effectivement ces annonces. Et puis on recrute, parce que tout ça marche que si on a des équipes compétentes, mobilisées, donc on recrute des compétences de la ça télé. Ça représente, une question un peu naïve, mais un gros investissement à ce stade. Je veux dire, on est 6 mois avant le lancement, c'est des partenariats, c'est une structure agile, c'est... pour l'instant, oui. Pour l'instant, on pourrait l'illustrer un peu comme ça. C'est un fonctionnement un peu start-up, mais pas isolé, parce qu'on veut qu'il y ait des synergies aussi avec nos rédactions, qu'elles soient à Rennes ou en local. Mais ça viendra peut-être dans un second temps et progressivement. Là, il faut déjà qu'on tienne ce 1er septembre. Ouais. Donc, on est assez focus, comme disent les start-upers. Ouais, et vous avez, alors évidemment, la pression, mais est-ce qu'on peut se dire, c'est la TNT, beaucoup de ces chaînes qui existaient se sont lancées avec des bouts de ficelle, on a l'impression que c'est pas très grave. Non, vous mettez une espèce de pression sur la qualité des lancements en se disant, allez, on lance et on verra, et puis on améliorera au fur et à mesure. Alors c'est là où ça se distingue peut-être des startups, puisque les startups, on parle souvent de MVP, on itère, on est agile et on améliore. Sur la télévision, en tout cas ceux qui connaissent ça par cœur, nous ont alertés sur ce point en disant attention, on n'a qu'une seule chance de faire une bonne impression. Donc il faut qu'au 1er septembre, votre chaîne, elle soit évidemment une vraie chaîne et avec des contenus de qualité. C'est pas une chaîne YouTube que vous lancez, donc, quoi. Juste pour donner un ordre de grandeur, un élément. Donc sur l'acquisition de contenu, qui est évidemment une enveloppe significative financièrement, on est quasiment en régime de croisière dès le 1er septembre 2025. Okay. Parce qu'on veut faire effectivement la meilleure impression, avoir la meilleure qualité. Et puis par rapport à ta question,
on ne le fait pas de façon isolée par rapport à ce qu'est Ouest France. Donc, le directeur de la publication sera le même. Donc, c'est François-Xavier Lefranc qui assure la continuité du print en passant par le numérique, en allant jusqu'à la TNT. Ok. Et c'est quoi le modèle économique d'OFTV ? Alors, c'est une chaîne gratuite, là aussi, par rapport au registre, enfin, à l'élément d'accessibilité, c'est évident. Et donc, c'est un modèle publicitaire. Et donc, la clé, il n'y en a qu'une. S'il y a une métrique à retenir, il faut tenir nos enjeux d'audience. Oui, que tu auras en amont annoncé aux annonceurs, justement. Voilà. Donc, peut-être à 5% près, l'idée, c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut qu'on touche 2% de part d'audience sur cible pour être au break. Ouais. Et donc, on a l'ambition de faire ça en 3 ans, donc en 2028. C'est hyper ambitieux d'être rentable d'ici 2028. Ouais, alors, quand tu pars de zéro avec une marque qui n'existe pas encore. Ouais. Alors, tu as raison. Là aussi, peut-être 2 éléments. Le premier, c'est RMC Découverte l'a fait de mémoire en 4 ans. Et ils sont arrivés à 2,5, 2,8 sur cible. Donc, faisable. Ouais. Donc, il y a des précédents, ils ont bien bossé, mais donc, nous, on verra. Et il y a un élément, tu disais, on part de zéro. Pas mal de gens nous ont dit, vous êtes un nouvel entrant, ça va être compliqué. Je ne considère pas qu'on est un nouvel entrant. Parce que le projet est d'abord un projet numérique. Oui, donc si tu racoles... J'ai la prétention de penser que le numérique, on le connaît un peu. Vous en avez fait un peu. Et l'enjeu, alors celui-là, là aussi, c'est peut-être ambitieux, mais il faut qu'on réussisse à coupler ce qu'on appelle un SMAD, donc la plateforme de replay, de la coupler avec westfrance.fr. Ouais. Donc ça, c'est pas trop dur, mais après, il faut réussir à faire des passerelles entre les deux. Si on réussit ça, ce qui n'est pas simple, hein, on n'a pas beaucoup de références, on n'a pas trouvé de références flagrantes là-dessus. Mais si on réussit ça, et je vais le dire comme ça, on est condamné à réussir ça, eh bien, on va profiter du carrefour d'audience. Westfrance.fr, c'est 700 millions de pages vues par mois, quoi. Enfin, donc, mais c'est vrai que c'est ça la clé. C'est vrai que c'est pas simple. Tu vois, par exemple, TF1, et avec TF1+, ils se sont posé la question, on les accompagnait là-dessus, de mettre la news dans cette plateforme. Et en fait, c'est pas simple. Tu vois, les gens vont chercher de la vidéo, vont pas forcément chercher de l'actu, du texte. Trouver ça, je pense que personne n'a craqué le code encore. Ouais. Donc ça, tu as raison. Souvent, les acteurs des télés parlent de plateformes de destination avec des formats longs. C'est ça qui fait la clé du succès des chaînes historiques, notamment. On n'est pas une chaîne historique. Encore une fois, on l'appréhende par le numérique. Il faut qu'on trouve une voie qui est celle-là. C'est ça la clé. Et sans doute pas dès le 1er septembre 2025, mais il faut qu'en 2026-27, on ait craqué ce sujet. Ce pont entre Ouest France et ce maillage, ce binomage entre ces deux univers, finalement. C'est ça l'enjeu très important. Ouais. Donc, on est lancé quelque part. Et la TNT, parce que la question complémentaire, pourquoi la TNT si votre projet... tu aurais très bien pu faire une plateforme à la demande, ce qui est plutôt la logique aujourd'hui. Après le Figaro, je crois que tu as interviewé Marc Feuillet, eux sont sur la Fast, ils sont... Sur le local, sur le digital, c'est un chemin et je le comprends très bien. Nous, on est convaincus que la TNT, pour nous, est indispensable. Parce que, encore une fois, pour rayonner nationalement, ça va être important d'avoir ce support aussi historique. Puis je vais faire un parallèle assez facile. On a réussi dans le numérique, et j'espère qu'on va continuer à grandir, mais on a réussi dans le numérique parce qu'on avait un print puissant. Donc on est convaincu qu'encore aujourd'hui, eh bien, pour réussir, il faut ce couplage. Et si je fais le parallèle avec l'image, pour réussir dans le numérique, digital, vidéo, il faut ce couplage avec le canal historique ou le support historique et la TNT. C'est notre conviction, voilà, premier élément. Et deuxième élément, on a estimé que c'était important d'avoir un numéro, évidemment, le plus petit possible. Et si on n'avait pas eu cette approche par la TNT, on ne serait pas 19, mais on serait sans doute 200 ou 300. Et on sait donc très loin, très loin dans... Voilà. Donc, c'est ces deux raisons-là. Et puis surtout, on veut exclure personne. Et il y a encore... Tu vois, ce qu'on appelle la durée d'écoute individuelle. Aujourd'hui, c'est encore, je crois, 4h21 par jour, et quasiment la moitié est faite en TNT. Donc la TNT est en décroissance, oui, au-delà de 10%, oui, mais n'excluons pas, et c'est encore la moitié des durées d'écoute. Ouais. Donc, et les gens encore dans 5 ans, oui, tu verras. Ça sera une autre histoire. Et après, si tout se passe bien, vous serez lancé, vous aurez une marque, il y aura d'autres plateformes, probablement d'autres produits à venir, etc. Mais l'important, c'est de le lancer, quoi. J'étais sur le modèle économique, la rentabilité. Donc la commercialisation de cette publicité a été confiée à TF1 Pub, j'ai vu aussi. Pourquoi ce choix ? Est-ce que manque de savoir-faire chez vous, c'est pour gagner du temps ?
Alors clairement, hein, en fait, dans le monde de la presse régionale, il y a deux régies. Tu as toujours ta régie locale. Donc Ouest France a sa propre régie. Donc chez nous, elle s'appelle Aditi. Et tu as une régie nationale. Lorsque, je sais pas, Renault veut faire une campagne dans tous les médias de presse régionale, il passe par 366. Ces deux régies ont bien en tête qu'elles doivent avancer évidemment sur la vidéo et sur la télé et sur l'image. À date, c'est encore un peu prématuré. Et donc nous, pour sécuriser notre projet, on a décidé au moins dans cette première période, donc il y a une période de 3 ans, de s'associer à un leader du marché. Et donc TF1, évidemment, ça coche la case. Ouais, bien sûr. Et puis, d'autre part, on les connaissait un peu parce que on avait sur les radios, eux assurent la régie des indés radios, donc on a l'occasion de les croiser. Et puis on a un pilote en cours sur la publicité segmentée avec TF1, donc on les connaissait. Et puis c'est toujours important dans les partenariats, c'est que le relationnel fonctionne. Et entre TF1 et Ouest France, ça fonctionne parfaitement. Donc tout collait. Et puis bon, accessoirement, mais c'est pas le plus important, ils nous ont fait une proposition financière qui était correcte, qui était intéressante. Voilà. Tout était coché. Mais bon, ça pourrait changer dans l'avenir, ces 3 ans. Vous allez voir un peu comment tout ça va évoluer. Oui, la question de fond, alors, bon, c'est jamais inutile de faire de temps en temps des appels d'offres, mais au-delà de ça, c'est pas ça la question majeure que l'on se pose. La question majeure, c'est à 3 ans, une fois qu'on aura grandi, une fois qu'on aura atteint nos niveaux d'audience, probablement qu'il faudra qu'on internalise la régie pour maximiser la création de valeur. Il y en a partout. Et les synergies. Et les synergies. Mais la question, c'est peut-être pas seule. Mais en tout cas, on ne la sous-traitera pas sans doute à 100%. Mais c'est prématuré d'aborder ça. Oui, c'est plus là des réflexions que tu as, de se dire comment on peut faire demain. On en reparlera au prochain épisode qu'on fera ensemble. T'en as parlé un peu de cette plateforme de destination sur le numérique, ce modèle hybride. Ce sera lancé au 1er septembre également. C'est-à-dire qu'il y aura un produit numérique, une plateforme OFTV. Oui. Alors le nom, ça ne sera pas OFTV. D'accord. J'aurais pu poser la question, effectivement. Mais je te pose la question. Quel sera le nom ? J'en sais rien. On décidera. Ou tu veux pas le dire ? Non, c'est pas que je veux pas le dire. Il y a 3 noms qui sont encore en shortlist, comme on dit. On va décider d'ici fin mars, donc c'est imminent. Mais ça sera pas OFTV. Et pourquoi ? Alors c'était pas possible. C'est le Ouest France, c'est trop marqué ou c'est trop générique, ça vend pas de rêve. C'est quoi les réflexions ? Parce que la marque Ouest France, pour vous, elle est importante. Oui, alors ce n'est que mon avis. J'aurais bien aimé l'appeler OF+. Parce que le plus est quand même assez utilisé. Oui, c'est peut-être trop. Il y a un média assez puissant dans les télévisions qui n'aime pas trop qu'on utilise le plus. Et donc, juridiquement, c'était pas évident. Ouais, c'était prêter le flanc à d'autres. Et voilà. Donc, on a d'autres combats à mener, donc ça sera pas ça. Mais j'aurais bien aimé que ça soit ça, pour faire le lien à la fois avec Ouest France, et puis faire le lien, bien sûr, avec l'univers télévisuel, et le plus, TF1+, M6+, et Canal+, est assez répandu. Ouais. Donc voilà, patiente un petit peu. Et on verra la semaine prochaine. Exactement. On aura ça. On verra ça de toute façon, j'imagine qu'on en parlera parce que c'est quand même des choses qui sont pas mal scrutées. Et donc, pour répondre comme j'ai pas répondu à ta question, ça sera lancé effectivement au plus tard le 1er septembre. Cette plateforme, on aimerait la lancer un petit peu avant. D'accord, un peu de chauffe, quelques programmes. Les informaticiens disent qu'il faut décrasser les tuyaux de temps en temps. Donc, il y a ça. Et puis surtout, c'est toujours intéressant d'être un peu lancé. Ça permet, tu l'évoquais, de faire un peu de teasing, de faire connaître déjà un peu ce lancement. Et puis, comme on est un peu après les autres, puisque les autres, notamment T18, donc le projet de CMI, eux vont se lancer en juin. Donc, ça aurait été bien d'occuper par le numérique cet espace de histoire de dire on lance un peu cette concurrence. Et le compte à rebours est compliqué, mais en tout cas, au 1er septembre, bien sûr, il y aura une plateforme qui sera en ligne et qui permettra de revoir soit du direct, soit du replay. Mais sans doute très intégré à westfrance.fr. Oui, c'est ça. Dans une ergonomie, une UX, une expérience évidemment très différente, mais intégrée pour répondre à l'objectif de passerelle que j'évoquais tout à l'heure. Ouais. Et d'ailleurs, au niveau des rédactions, on a parlé de ce JT. C'est quoi l'accueil ? Est-ce qu'il y a de l'enthousiasme ? Est-ce qu'il y a déjà des projets qui travaillent dessus ? Comment ça se passe un peu l'intégration du projet dans les rédactions ? Alors pour refaire l'histoire, lorsqu'on a décidé de candidater, donc c'était en avril et on a remis notre dossier mi-mai, il y a eu un effet de surprise en interne. Parce que Partout, je pense. Oui, peut-être pas en interne. Mais en interne aussi. En interne aussi. Alors pas totalement, parce qu'on avait décidé d'accélérer sur l'audiovisuel. Ouais.
Et on avait identifié 3 étapes. Une première étape qui était de s'améliorer sur la vidéo, où historiquement on fait des formats plutôt très courts et autres, et donc d'aller plus vers la qualité, plus des formats un peu plus longs, qui engagent, toujours pareil, qui engagent davantage l'internaute. Un deuxième temps qui était de lancer une radio Ouest France. Et un troisième temps qui était de lancer une télévision, et un troisième temps parce que c'est sans doute le plus compliqué des 3. Quoi. Donc c'était la courbe d'apprentissage, bien sûr, un peu très naturelle, très logique. Surtout qu'il y a aussi des passerelles entre l'audio et la télé, de plus en plus. Et tu l'as évoqué tout à l'heure, cet appel à candidature de l'Arcom a été une opportunité qui a un petit peu chamboulé le cadencement. Le calendrier, on va dire. Et le calendrier, et donc on a bondi sur cette opportunité pour candidater. Ok. Et donc en interne, surprise. Donc surprise, et une fois qu'on l'explique avec cette logique de multicanal, de multiformat, d'être présent partout, tout le temps. Alors je vais faire un peu dinosaure, mais il y avait un acronyme dans les années 2000 là, qui s'appelait ATAWAD. Ouais. Donc c'était Anytime, Anywhere, Any Device. Ouais. Et c'est un peu ça. Donc on veut accompagner nos lecteurs au fil de la journée, tout le temps, et le canal, et sur tous les canaux, partout. Ouais. Donc ça se comprend assez bien. Oui, ça s'explique bien. Ça s'explique bien. Le sujet, c'est normal. Il est financier. C'est quand même des enjeux économiques qui sont importants. Donc c'était ça qui crée une petite inquiétude. Donc, est-ce que toutes nos ressources, tous les budgets vont pas passer là-dessus, et comment nous on va pouvoir développer nos propres projets en interne? Alors c'est pour ça. Alors tu le sais, tu l'as dit en intro, mais donc on est un groupe indépendant. On estime que c'est évidemment fondamental. On a une association. Donc une association, ça a beaucoup de vertus, mais elle n'a pas les poches financières profondes. Donc il faut qu'on soit un média rentable. On n'a pas le choix. Et 2, nos investissements, il faut évidemment bien les choisir. Et donc c'est pour ça, on l'a dit dès le départ, au moment de la soutenance à l'Arcom, qu'on a souhaité ouvrir ce projet à d'autres investisseurs que nous. On reste majoritaire. Et donc on a lancé aussi, depuis là 6 semaines, la recherche d'investisseurs qui accompagneraient avec nous ce projet. Financièrement, le projet. On peut le porter tout seul. Donc on le fera tout seul quoi qu'il arrive. Donc voilà. Donc ça, on peut le porter tout seul, mais évidemment, on aimerait s'associer, pourquoi pas d'ailleurs, à des gens qui connaissent le métier. C'est une façon, on peut avoir des actionnaires industriels. Des Media One, Oui, ça peut être des producteurs de contenu, des gros studios. Voilà, donc ça, c'est un axe. Ça peut être aussi des entrepreneurs du territoire qui s'associent finalement à l'enjeu, à la promesse de ce projet. Donc voilà, donc on cherche. On a quelques marques d'intérêt très affirmées déjà, donc c'est encourageant. Ouais. Entre la marque d'intérêt et l'argent sur son compte, il peut se passer des choses. On l'a trop vécu, mais c'est toujours intéressant et positif de voir qu'il y a des marques d'intérêt. Ouais, donc voilà, donc on cherche à l'ouvrir, et justement pour pouvoir aussi prendre d'autres initiatives. On ne veut pas être dans une situation où on met tout dans ce projet, qui va être très exigeant quoi qu'il en soit, mais on veut aussi avoir la capacité d'investir dans d'autres choses. On a investi dans l'audio il n'y a pas très longtemps. On veut pouvoir continuer de façon très ciblée, très, très intéressante pour enrichir nos savoir-faire, continuer cette politique d'investissement. Là, ce que tu dis, effectivement, c'est que vous n'avez pas mis tous vos œufs dans le même panier, et vous continuez d'investir sur Ouest France, sur les produits, sur de la diversification par ailleurs. Donc ça a dû rassurer quand même un peu en interne. Et maintenant, sur le côté, les rédactions qui veulent travailler sur le projet, est-ce que c'est isolé? Est-ce qu'il y a déjà des comités de pilotage? Je sais pas. Alors il y a un comité éditorial, parce que effectivement, il faut que cette chaîne soit en cohérence, on l'a dit tout à l'heure, avec ce que l'on pratique. Donc il y a un rédacteur en chef, et François-Xavier Lefranc, que j'évoquais tout à l'heure, qui participe bien sûr à ce comité éditorial avec Guénaëlle Trolli, donc qui est la patronne de OFTV. Donc ça, c'est pour assurer la cohérence. Et là, notamment autour du JT, où il y a une synergie naturelle, il y aura un binôme, un rédacteur en chef et un adjoint. Il y aura un profil que l'on va recruter, et un qui viendra de l'interne, pour justement avoir cette combinaison et cette capacité à développer rapidement certaines synergies. Ouais. Et encore une fois, le calendrier est très exigeant. On reste il y a certains sujets jusqu'à septembre. On va être voilà. Donc les synergies sur le JT, c'est sûr qu'il y en aura, et il y en aura d'autres après. On a cité le maritime, on a cité d'autres sujets, mais ça sera progressif, parce que encore une fois, tu sors pas une télé en 9 mois en étant parfait, cool. En faisant copie parfaite, etc., en ayant pensé toutes les synergies. Non, j'imagine bien. En tout cas, on peut imaginer plein de chantiers, plein de synergies. Ça doit être plutôt aussi chouette à imaginer.
Donc là, c'était en interne. Les lecteurs abonnés de Ouest France, est-ce que vous avez eu des retours de réactions? Est-ce qu'ils étaient contents? Je ne sais pas, est-ce que vous êtes... En fait, j'ai plaisanté un peu, on a été assez étonnés. En fait, tout le monde parle de la télé. Ça a un côté magique. Et... C'est ce que tu disais, c'est quand même le truc le plus populaire dans le sens du terme aussi. Que ça soit nos lecteurs. J'étais à Paris cet été, évidemment, parce qu'il y avait les Jeux Olympiques, et les gens que je croisais on avait lancé un supplément à Paris sur les Jeux Olympiques en papier, en coopération avec 20 minutes. Personne m'en parlait, alors que évidemment il était très bien, et tout le monde me parlait de la télé, quoi. Donc il y a ce côté effectivement très populaire, très très magique encore autour de cours des grands. Alors c'est peut-être pas le bon terme parce que c'est tout le travail qu'il y a derrière, mais il y a ce côté effectivement un peu c'est le truc le plus gros, quoi, la télévision. Oui, et Ouest France doit s'émanciper, donc et la télé est là aussi je me répète un peu, mais un levier assez extraordinaire. Ouais. Et la réaction des autres acteurs du paysage médiatique français. Alors je pense notamment, parce qu'il y a eu ce reportage sur France 2 sur les corsaires, un compte Twitter qui serait piloté par une agence proche de Bolloré, donc une concurrence quelque part avec C8 qui a perdu qui cherche à vous savonner un peu la planche. C'est avéré, vous réagissez, Alors, avant de répondre à ça, qui est le sujet peut-être le plus sensible. Donc, on a eu aussi un effet de surprise et une cote de sympathie par pas mal d'acteurs, notamment dans la PQR, qui nous ont trouvé courageux, parce que le projet, encore une fois, c'est audacieux, complexe et audacieux. Mais je dis, oui, et on compte vous aider. Et notamment, on n'a pas de télé, on a éventuellement une télé locale, on peut faire des choses. Et puis, on a éventuellement des filiales, je pense par exemple à Sud-Ouest, qui a une filiale qui s'appelle Écran du Monde. Qu'ils ont racheté, effectivement. Donc, voilà, avec des synergies possibles. Donc ça, c'est très positif. On a la preuve TF1 que je citais tout à l'heure, des grandes chaînes qui ont eu aussi ce retour étonné et positif. Et puis, il y a quelques acteurs où là, c'était plus compliqué. Et effectivement, le reportage de France 2 qui évoquait RSF, d'ailleurs, avant de parler de Ouest France. Oui, l'enquête de Reporters sans frontières qui a montré en fait, la proximité entre son compte anonyme, les corsaires, et une agence de com qui serait... Et effectivement, on peut pas... France 2 fait un travail de reportage de qualité. Donc, ce qui a été diffusé est la réalité. Donc ça, il faut pas le nier. Et donc, nous, on avait deux approches possibles. C'était soit on réagissait, soit on l'ignorait. Et on a décidé de l'ignorer. Parce que il n'y a pas grand-chose à dire de positif là-dessus. Et deux, on a autre chose à faire. Et trois, on bosse. Et donc, on avance sur notre projet. Donc, je préfère pas faire de commentaires que faire des commentaires fleuris. Ouais, qui ne feraient pas forcément avancer le projet en tant que tel. En tout cas, forcément, quand on perd une fréquence, c'est quand même aussi un gros truc. Oui, mais si tu veux, alors on nous avait c'est pas de votre faute. On nous avait prévenu, lorsqu'on s'est lancé, des acteurs de ce marché proche de nous, nous ont dit attention, la télé, c'est rude, ça va être un combat, vous allez prendre des coups. Et deux, attention, ça peut rendre fou. Alors, rendre fou, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais sur le premier point, ils avaient raison. Et on était, il faut le reconnaître, on n'était pas parfaitement préparé à ça, parce qu'on n'était pas habitué à ça dans le milieu de la presse écrite. Il faut s'endurcir un peu. Donc, il faut s'endurcir. Donc, notre carapace s'étoffe un peu. Pour la boutade, on a déjà dépensé pas mal d'argent en contentieux, alors qu'on n'a pas encore lancé notre chaîne. Donc, c'est vraiment un monde à part, où tous les coups sont permis. Bon, voilà, il y a des pseudo-journalistes qui se sont permis de dire des choses complètement erronées. C'est des pseudo-journalistes. Et ça passe, et en attendant, le projet reste là. 1er septembre, le lancement. Ça va être marrant d'ailleurs, le lancement d'une chaîne. On fera un événement. Je sais pas quelle tête il aura. C'est pas tous les jours. On fera un événement à Rennes. Donc tu seras invité. J'espère bien. C'est des choses qui marquent un peu l'histoire. En tout cas, bravo pour ce projet. Donc, nom de code au FTV. On attend de voir le vrai nom et on suivra évidemment ça de près. Et bravo parce que on a dit c'est audacieux. C'est un gros projet. Quelques autres sujets que je voulais aborder avec toi. Alors évidemment, grand sujet du moment, l'IA. Alors peut-être, avant d'aborder l'IA, tu as parlé de l'audio. Vous avez investi. Alors je l'ai appris ce matin avant l'enregistrement. J'étais passé à côté que vous aviez racheté AudioMints. On n'a pas vu trop de communication là-dessus. AudioMints, donc c'est une plateforme d'hébergement de podcasts. Que tu connais bien, je crois. Tous nos podcasts chez Orso, effectivement, chez Orso Média sont hébergés là-bas. On adore cette solution. Je t'avoue que j'étais passé un peu à côté parce que je suis pas tout le temps dans la production. Voilà, c'est toujours dans votre stratégie de diversification, d'aller vers de nouveaux territoires. Alors,
On est un investisseur industriel, donc on ne va pas investir pour faire du capital risque. Ouais, c'est important de le rappeler. Ça fait toujours qu'il y ait un sens bien sûr. Dans ce que... Donc c'est forcément très en adhérence avec nos métiers d'aujourd'hui ou de demain. Et sur ces investissements très ciblés, ce que l'on cherche à faire, c'est compléter nos savoir-faire. Et donc, évidemment, encore une fois, je me répète, mais on estime que l'audio, l'image sont évidemment des enjeux très importants pour nous. Donc, acheter ces structures, c'est de la diversification. Elles ont une rentabilité, tant mieux. Mais surtout, c'est aussi des talents qui s'associent à nous. Et c'était le cas chez Saouty, qu'on a racheté un peu plus tôt. C'est le cas chez AudioMeans. Et chez AudioMeans, là, il y a notamment 2 fondateurs qui sont assez extraordinaires. Qui sont Olivier Oramdan et Michael Camus. Et, qui avancent vite. Et à tel point, alors on a fait quelque chose d'assez, je ne sais pas si c'est original, mais donc on a racheté leur société, ils sont toujours là, ils continuent, ils avancent. Et on a en même temps créé une structure à côté, avec eux, co-actionnaires. Donc c'est important aussi de partager les projets avec ces de talents. Ouais, c'est pas juste c'est des entrepreneurs et donc on vous lancez dans l'entrepreneuriat. On s'associe et il se trouve qu'ils avaient aussi un passé dans la vidéo. Et tu parlais d'IA, c'est pour ça que j'y pensais aussi. Donc, on a décidé de lancer, alors pour l'instant, un MVP, j'espère évidemment qu'on va passer au côté industriel sous peu. L'idée étant, avec de l'IA, d'arriver assez facilement à faire des vidéos pour des annonceurs locaux. D'accord. À partir d'éléments qui peuvent venir de leur site internet, qui peuvent venir des réseaux sociaux, bien sûr d'un brief qui est fait pour la campagne concernée. Et là, d'arriver à des prix très raisonnables, puisqu'on est en local, à des prix très raisonnable à faire des vidéos de qualité. Ça, ce serait pas mal. Hein. Et je ne veux pas dire que c'est la martingale, mais la table est en bois. Elle est en bois, tu peux toucher. Et je suis très confiant. Je suis très confiant parce que ce MVP est extrêmement prometteur. Ouais. Ok. Voilà. Pareil, à suivre, exactement. Mais effectivement, c'est chouette de se dire, voilà, c'est pas juste vous les avez pris, ils restent sur AudioMeans, etc. Vous avez des projets dans lesquels ils ont aussi une partie du capital, vous êtes associés. De toute façon, je vais faire une réponse un peu générique. Lorsqu'on achète des sociétés comme AudioMeans ou Saouty avec ces talents que j'ai évoqués, si tu les cantonnes dans une routine, ça va, on sait, ça va faire que baisser ils vont partir. Ils vont partir. Ce sont des entrepreneurs. Il faut des synergies, évidemment, avec nous, mais il faut surtout être en capacité de les alimenter, de faire des nouveaux projets, d'avoir des envies de développement très soutenues. Et c'est ce qu'on fait avec AudioMeans et Westcast. Ouais, ça c'est pas mal. On revient, donc je l'ai dit, l'IA. Alors, il y a plein de choses à dire sur l'IA, évidemment. Est-ce que tu peux me faire un petit update sur l'utilisation ? Alors, c'est vrai, quand on s'est vu en 2022, c'était l'ère d'avant, c'était je crois qu'on parlait de droits voisins, mais on parlait pas encore voilà, tu vois, on parlait des GAFAM. C'est la préhistoire un peu, c'était avant ChatGPT, etc. Ah oui, ça, on l'avait pas totalement vu venir. Ouais, non, c'est sûr. Comme beaucoup de gens, en l'occurrence. Vous en êtes tous, sans rentrer trop dans le détail, mais par rapport à votre utilisation de l'IA dans les rédactions, votre relation avec ces nouvelles boîtes qu'on met dans l'étiquette GAFAM un peu large, mais... Alors, l'IA, on a vu ça comme une opportunité. Donc on a décidé très vite d'expérimenter. Oui. Je reviendrai sur la méthode peut-être après. Mais on a eu tout de suite 2 prudences. La première, c'est attention, on va manipuler des contenus, éventuellement d'ailleurs des données personnelles de nos salariés ou autres. Et donc, il faut une protection des données. On est très attaché à ça. Ça nous paraît évident, mais il faut le rappeler. Et donc, on a refusé d'expérimenter à partir, je prends le cas extrême, de licences gratuites ChatGPT. Donc, on a déjà travaillé à un portail, si je l'appelle comme ça, qui assemble un certain nombre d'outils et des outils qui nous garantissent une conformité RGPD, si je fais simple, totale. Donc, un portail interne à la destination des rédactions et avec Microsoft. Donc, on s'est associé, on a pris une prestation auprès de Microsoft pour... nous garantir cette sécurité, notamment au niveau des données. Donc, s'il y a des données, elles ne vont pas aux États-Unis, pour prendre un exemple évident. Donc, on a commencé avec cette prudence-là, cette sécurité-là. Et la deuxième, évidemment, c'est un sujet qui inquiète les salariés, parce que souvent, il y a amalgame entre IA et perte d'emploi. Et donc, on ne voulait pas aller trop vite. Et donc, on est passé aussi par une phase très lourde, mais nécessaire, de sensibilisation. Tous les salariés, donc le process est encore en cours, évidemment, et une phase on appelle ça des POC, donc des Proof of Concept, pour tester. Donc on en a fait
au moins une quarantaine, et si on raisonne groupe, même encore plus, donc quarantaine au niveau d'Ouest France. Et donc ça, c'était jusqu'à fin 24. Et là, on rentre dans une phase, avant de parler du contexte de l'IA avec ces acteurs qui posent un problème de valeur économique, mais je vais y revenir après, on rentre dans une phase où on déploie déjà des premières concrétisations. Alors, il y en a deux qui sont très faciles et qui sont déployées. Une, c'est autour des tags. Comment je peux taguer mon contenu. Comment je tague au mieux mon contenu. Donc ça marche très bien. Mais c'est pas automatique. C'est le journaliste, bien sûr. Qui doit valider derrière. Qui valide et qui confirme. Un deuxième qui est en production aussi chez 20 minutes et chez nous autour des résumés. Donc là, on utilise Mistral pour faire des résumés d'articles. Et donc, c'est les bullet points que tu vois au début d'articles. Voilà. Et pareil, relu. Encore une fois, c'est un assistant. Ça ne remplace pas le journaliste. Et puis encore, bien sûr, quelques imperfections. Donc, c'est indispensable. Alors, un peu plus original. Alors, pas encore en production, mais en MVP, là, si je reprends le même terme. Côté régie, une expérimentation qui est de simuler un rendez-vous client. D'accord. Donc, vraiment un outil pro pour les commerciaux. Un entretien demain, je sais pas, avec Orange. Voilà. Eh bien, on va pouvoir le simuler en fonction de ce qu'on sait déjà, bien sûr, du client, en fonction de sa demande, en fonction, voilà. Donc, on essaye d'entraîner nos commerciaux avec des outils à base d'IA. C'est un peu plus qui est un peu moins sur le contenu, mais qui vous sert. Et puis après, on regarde pas mal ce qui touche à la modération. Ce qui est effectivement coûteux, des contenus, des commentaires ou autres. Donc ça, beaucoup d'acteurs de la presse regardent ça, bien sûr. Et on regarde de près aussi ce qu'a fait Ebra, pour citer un confrère, qui est de faire relire les articles qui sont fournis par les correspondants locaux pour des choses un peu basiques, vérifier l'orthographe, vérifier la grammaire, enfin bref. Donc là, pareil, une première lecture automatique. Et qui aide beaucoup. Et c'est cette pédagogie-là qu'il faut faire. C'est un assistant. C'est les tâches à faible valeur ajoutée, on les décharge des journalistes ou d'autres acteurs. Donc voilà, donc il y a moyen de faire adhérer avant de se faire peur avec de la génération de contenu qui, de toute façon, à date, tu vas pas générer du contenu sur de l'actualité comme ça à partir d'IA. Non, c'est compliqué, à part reformuler du bâtonnage de dépêche, etc. Donc voilà, on en est là. Alors après, on est fiers parce que WANIFRA, qui est l'organisme mondial qui coordonne un peu, qui fait des groupes de travail. On fait partie d'un groupe de travail sur l'IA, justement, donc avec des acteurs comme le Süddeutsche Zeitung, comme USA Today. Enfin, voilà, donc, sympa. C'est pour le fun. Mais c'est toujours intéressant de voir ce qui se fait. De voir qu'on est reconnu, c'est toujours sympa. Et puis là, par contre, de façon opérationnelle, on s'est aussi associé avec des labos. Coup de chance, à Rennes, il y avait des labos très pointus autour de l'IA. Synapse. Voilà, exactement. Et donc là, c'est des projets plus de longue haleine. Collaboration entre l'Université de Rennes, le CNRS et nous. Et donc là, alors ce qui est déjà intéressant, c'est qu'eux ont une vision aussi un peu de moyen terme. Alors, moyen terme, c'est pas 10 ans, mais sur ces sujets-là. Donc c'est intéressant pour nous d'avoir cette tour d'observation un peu large. Oui, un peu prospective, en tout cas, de recherche. Et puis, ils sont très bons, donc on travaille notamment avec eux, autour de la photo. Oui, c'est ça. Alors, j'ai plus le chiffre exact, je ne veux pas dire de bêtises, mais je me demande si vous n'avez pas 30 millions de photos dans votre fond photographique. C'était assez fou. Alors, photos, j'ai pas, mais sur la partie éditoriale, on est à 100 millions. Parce que pour la petite histoire, on a tout numérique. 48 millions d'articles. 38 millions de photos, 17 millions de pages et 120 000 vidéos. Ah oui, alors t'es pas très loin de mes 100 millions. Si tu additionnes tout ça en termes de contenu. Donc ça, on a. Donc c'est une richesse incroyable. C'est fou. C'est un trésor. On essaye de l'enrichir un peu. En fait, ce qui est très important, c'est bien d'avoir ces données, mais il faut ce qu'on appelle des métadonnées. Il faut les catégoriser si on veut les exploiter. Et c'est ce qu'on fait notamment avec l'IA et qui va être clé, j'espère. Alors c'est un exemple qui montre pas forcément il y a de la valeur, mais se dire, voilà, en croisant tout ça, comment on est capable d'identifier une fontaine quelque part et voir tous les moments où on a parlé de cette fontaine. Et je dis, c'est pas trivial comme exemple, parce que dans la mise en valeur du patrimoine, vous avez, sur 100 millions de contenus, il y a forcément des choses intéressantes à faire de manière presque automatique. Bien sûr. Et j'interroge et je pourrais être capable de voir l'évolution de cette fontaine dans le temps. Enfin, il y a des choses assez dingues à faire. Plein de choses. Et dans 100 millions, effectivement, on sait bien que ça peut pas être l'humain qui peut aller chercher cette information-là. Là, pour le coup, il n'y a pas de... Donc ça, on a. Il n'y a pas de sujet. Donc ça, maintenant, il faut que la créativité fonctionne. Exactement. Ce qu'on va en faire. Exactement. Et je profite juste de cet instant pour... Et sur l'IA, peut-être un mot, parce que pour moi, il est fondamental, sur la relation avec ces acteurs de l'IA.
GAFA, qui s'appelle OpenAI, qui s'appelle Mistral. Grok ou Mistral. Là aussi, je ne suis pas le premier à te le dire, mais qui est un sujet central. Ce qu'on a vécu avec les GAFA sur les droits voisins. D'avoir la position de Ouest France. Ce qu'on a vécu sur les droits voisins, on le revit là de façon complexe aussi avec ces acteurs-là, d'autant plus, si je prends OpenAI, qu'ils ont une démarche assez tactique et dans leur manière voilà, donc par pays, ils choisissent un acteur. En France, c'est Le Monde, Axel Springer en Allemagne, et ils considèrent qu'ils ont fait le boulot. Et donc les autres, tant pis pour eux quelque part. Donc ça, c'est bizarre, c'est pas acceptable. Non, c'est pas acceptable. Et donc on a ce sujet-là qui est d'avoir une juste, on ne demande pas tout, hein, on demande un juste partage de la valeur. Évidemment, ils exploitent nos contenus. Alors nous, on se protège comme on peut dans la période actuelle. Oui, sachant que vous ne savez pas tout ce qui est la vision avant. Voilà, sachant que la vision, c'est évidemment, on travaillera avec ces gens-là. Mais il y a besoin d'avoir ce qui s'appelle une négociation. Quoi. Et là, en l'occurrence, vous, Ouest France, vous leur parlez ou non, pas du tout? Il n'y a aucun fil de discussion en direct? Alors nous, on a toujours un regret. Hein. Comme tu l'as cité, tu vas voir qui je vise, mais c'est pas grave. C'est par rapport à ces acteurs qui sont quand même des colosses, hein, que ça soit même OpenAI. Hein. Donc, quand il y a des négociations individuelles, même si elles aboutissent, c'est dommage pour le collectif. Ouais. Donc mon regret, c'est que les médias français, voire peut-être européens, on peut élargir, ne puissent pas faire un collectif puissant pour aller devant ces acteurs-là et négocier. On en parle, enfin, je veux dire, le geste en parle, l'alliance en parle. Mais quand, c'est toujours embêtant de pointer quelqu'un, mais quand on a un qui joue à cavalier seul, c'est toujours embêtant. C'est toujours embêtant. Alors évidemment, c'est bon pour le compte d'exploitation, mais c'est embêtant à court terme, mais c'est embêtant pour le collectif. Donc ça, c'est dommage. Donc nous, on peut discuter, tu vois, on discute. Alors ils ont signé avec l'AFP, Mistral, mais je pense qu'avec Mistral, on pourra discuter assez facilement, d'autant plus qu'ils sont français, puis je pense qu'ils ont envie d'avancer avec des gens comme nous. Ils ont quand même beaucoup d'investisseurs américains. Même si on fait des discussions bilatérales, Ouest France le fera pour emmener la collectivité. Donc notre objectif, c'est pas de disperser le collectif, c'est de travailler à la place du Monde, ils seraient venus vous voir en disant on veut signer qu'avec Ouest France, vous l'auriez pas fait? Non. Vous aurez renoncé au chèque en disant non, c'est pas de ça. Non. Et sur les droits voisins, certains ont tenté ça, de diviser. Oui, bien sûr. Voilà. On l'a pas fait. C'est bien de pouvoir se le permettre aussi. Alors oui, il faut pouvoir raisonner un peu à moyen terme. Ouais. Donc ça, c'est peut-être un luxe qu'on a que d'autres ont moins. Hein, ça, je reconnais. Mais moi, je trouve ce que font les Anglais, là, qui se sont associés justement. Ils ont fait une tribune là, récemment ensemble autour de l'IA. Je trouve ça bien. Nous, en France, on a un marché des médias qui est morcelé. Il y a un très gros groupe qui est évidemment Vivendi, mais sinon c'est morcelé. On n'est pas, on n'est pas Murdoch, on n'est pas, pas Axel Springer. Il y a la concentration, mais il y a quand même Ouest France ou même, Le Figaro que je citais tout à l'heure, on peut faire des choses, mais on n'a pas l'équilibre nécessaire. Il y a que le collectif qui peut permettre ça. Et vous leur parlez justement aux autres médias? Oui. Tous? Tous, non. Pas oui, après, il y a des affinités. Mais il y a l'Alliance, et l'Alliance, ces sujets-là sont des sujets clés au sein de l'Alliance. Donc, évidemment, tous les médias en parlent. Pas tous ceux qui viennent à l'Alliance. Effectivement. Donc, toi, tu vois pas. Et après, pour faire le parallèle avec autre chose qui est la publicité, si, effectivement, les négociations sont compliquées, il y a le droit qui peut s'appliquer. Et donc, sur l'exemple de la publicité, où Google a été condamné par l'autorité, là, il y a quelques temps, eh bien, on va chercher aussi, nous, avec quelques autres acteurs, des dommagements. Oui, bien sûr. C'est normal, en plus, ils ont reconnu. Bien sûr. Donc, il n'y a pas de sujet. Exactement. Et Google, Facebook, donc ils ont réduit leur soutien financier aux médias depuis 2022. En 2022, je pense qu'il y avait encore peut-être même encore du DNI, je ne sais plus exactement, mais ça a un impact pour vous? DNI, GNI, tout ça. Ça fait toujours plaisir d'avoir des aides, évidemment, mais c'est pas le sujet central. Le sujet central, c'est ce qu'on a évoqué avant, c'est que ces très grands acteurs, soit parce qu'ils fournissent des outils, soit parce qu'ils sont présents dans les audiences, soit parce qu'ils sont présents dans l'IA, partagent leur forte rémunération un peu avec nous. Ouais. C'est ça le sujet central. Ouais. Okay. Comment tu maintiens ton indépendance? Tu connais ta part de trafic qui vient de Discover? Alors là, de mémoire, donc on fait 60% à peu près avec Google. Et tu dois être à 60% aussi Discover et 40% SEO. Ouais. Comme ça.
Vous dépendez quand même encore pas mal. Ah oui, c'est pas significatif. Ça reste significatif, quoi. Faire le SEO à Discover, parce que le SEO, ça se travaille. Ouais. Il y a c'est pas une science exacte, mais il y a quand même des techniques et Google dit des choses. Oui, c'est un peu plus structuré, on va dire. Oui, exactement. Discover, ça donne un peu le sentiment, tu lances une pièce et ça marche ou pas, quoi. J'espère qu'elle tombe sur pile ou face à un moment donné, quoi. Écoute, très clair. Je sais pas si sur les GAFAM, on parle pas trop de TikTok. Est-ce que vous êtes, c'est un sujet chez vous de TikTok, on a fait la noto, aller chercher des jeunes. Ouais, on a fait un peu, mais là, c'est aujourd'hui, encore une fois, on peut pas être sur toutes les balles, quoi. Donc, on priorise un petit peu nos projets ou nos actions. On a lancé une initiative sur les jeunes parce qu'on ne les oublie pas, mais qui est une expérience qui s'appelle Colloque. Ouais. Donc là, on essaie de faire des formats, notamment vidéo, qui soient plus dans les attentes en termes de format. C'est pas mal Colloque, j'avais vu. Donc c'est un labo, là aussi, je reprends le même terme que tout à l'heure. Voilà, donc, et ça, c'est indispensable. On voit ça plus comme un investissement. J'en attends pas un retour sur investissement. Après, c'est de la notoriété. On apprend. Et on apprend. Ouais. On apprend ce qui marche pas, et c'est indispensable. On a fait le tour des sujets. Alors, j'avais regardé un truc sur l'avenir de la presse régionale. Mais bon, on a un peu évoqué tout ça, la manière dont Ouest France transforme un peu en groupe multimédia global et comment la presse régionale... Vous êtes gros, vous avez cette capacité. Tous les groupes de presse régionale n'auront pas la capacité de faire ce mouvement. Alors souvent, je fais le parallèle parce que, tu le sais, hein, j'ai eu une carrière dans la banque assez longue avant, équivalente à la presse maintenant presque. Et dans la banque, je trouve que la banque a quelques années d'avance par rapport à ce que vit la presse. En structuration. Et donc, on a vu deux choses assez classiques. Hein. Il y a eu des fusions, parce qu'à un moment donné, la technologie, le réglementaire et les savoir-faire sont trop coûteux pour, hélas, pour des acteurs de taille voire moyenne. Et donc, il y a eu des fusions, et il y a eu quelque chose que je trouve très intéressant, que je ne vois pas ou peu dans la presse, qui sont des coopérations. À un moment donné, notamment sur la tech, certains acteurs bancaires, et je ne vois pas pourquoi ça n'existerait pas de façon assez lourde dans la presse, se disent, je ne sais pas quel exemple je vais prendre, on développe tous des plateformes numériques. La différence, elle se fait sur le contenu, et heureusement, c'est la bonne nouvelle. Est-ce qu'on fait la différence par la technique de plateforme ? Oui, parce qu'il faut répondre aux exigences de Google, de vélocité, les fameux Core Vitals. Mais dans les faits, ça ne me choquerait pas de mettre à disposition la plateforme Essence pour d'autres. Ouais. Et accessoirement, pour des acteurs comme nous, qui ont aussi besoin d'avoir des comptes d'exploitation plus robustes, faire de la prestation de service peut être un axe intéressant de développement. Et à l'inverse, pour ceux qui seraient partenaires ou clients, eh bien, ça leur permet de baisser leurs coûts, parce que moi, je mutualise. Déjà été fait. Et ça, je trouve ça curieux, que dans la presse, ça existe. Alors, il y avait eu une expérience sur la pub entre le Figaro et Le Monde, là, il y a quelques années. Mais je ne le vois pas trop sur la tech, et c'est dommage. Je cherchais le nom, je ne l'ai plus. Mais Gravity ? Non, j'ai Skyline, mais je dois me tromper. Enfin bref, peu importe. Et ça me paraît une voie indispensable, parce que sinon, à un moment donné, il y en a qui vont quand même tirer la longue. Hein. Oui, ça se réduit. Et ça permet de garder ton indépendance. Tu gardes t'avances sur ton titre, t'avances sur tes contenus, t'as ton positionnement éditorial et tu mutualises le moteur. Ouais. Peut-être au niveau de l'impression, il y a encore la mutualisation. Alors l'impression, oui, sans doute. Et l'impression, c'est plus complexe parce que t'es quand même très lié au format. Oui. Donc nous, on regarde parce que évidemment, on a 2 grosses imprimeries. On regarde là aussi pour voir pour qui on pourrait travailler. On peut le faire, on édite le programme du Vendée Globe pour te prendre un exemple, voilà, très bien, mais pour le faire pour d'autres journaux, tu as tout de suite le format qui pose problème. Mais oui. Dans l'idée, en tout cas, on n'a pas parlé du portage, qui a été un très très gros sujet de ces derniers mois, dernières années, parce qu'avant de parler de projet, si tu fais pas tes prestations essentielles, de base, t'as quand même un problème. C'est vrai qu'on en a pas. Et on a été un peu chahuté sur le portage, et on est revenu à la normale, et merci aux équipes, parce que c'était un gros boulot. Pareil, le portage, on pourrait le mutualiser, et on le fait un peu d'ailleurs avec le Telegram. D'accord. Donc voilà. C'est bien avec le Telegram. Et le Telegram, c'est intéressant, parce que c'est un concurrent, évidemment. Et pour autant, là, on a réussi à partager des coûts. Eux nous distribuent dans le Finistère et nous un peu ailleurs. Donc, c'est bien, c'est chouette. C'est bien. Ouais. Voilà. Donc il faut qu'on soit plus à l'aise avec ça. Oui. En fait, il faut changer un peu de perspective. Il faut regarder un peu, pas son nombril, mais regarder un peu ce qui se passe ailleurs. On parlait des GAFAM, etc. Et en fait, si tu réalises ces échelles-là, tu dis, en fait, j'ai peut-être tout intérêt à travailler. Tu t'occupes de la carrosserie et de la peinture, ton client, tu t'occupes pas du moteur. Enfin,
moteur, ça se mutualise et c'est coûteux. Donc je pense qu'on va rentrer je l'espère d'ailleurs, dans une ère un peu comme ça, où il y aura davantage de coopération. Tous vos investissements, vos développements technologiques, il y a des choses que vous faites justement, que vous vendez ou commercialisez par ailleurs? Ouais. Alors il y a des audiomins évidemment maintenant, mais sinon dans des devs que vous on a créé une petite équipe, on a fait un développement autour des associations, de la capture des événements, des associations, un outil qui s'appelle Infolocal chez nous. Donc là, on regarde si d'autres acteurs, alors surtout de la PQR, puisque oui, c'est là où c'est logique, voilà. Il y a une similarité. Si d'autres acteurs peuvent être intéressés, et déjà en interne groupe, Actu désormais l'utilise. D'accord. Donc voilà un exemple, on a développé un outil qui est un identifiant, un connecteur un peu au-dessus de toute notre plateforme qui s'appelle InfoConnect. Voilà, c'est un peu le projet qu'il y avait au Geste à une époque. Mass Media. Exactement. Et là, on l'a développé en interne et on l'a développé dans une logique d'ouverture à d'autres, déjà pour avoir une masse critique supérieure, voire à le vendre en prestation. D'accord. Donc voilà, on teste avec des composants comme ça. C'est jamais évident parce que c'est un autre métier, il faut recruter des équipes ad hoc qui sont aussi... Faut pas sous-estimer ça. Non, faut pas sous-estimer. C'est pas parce que ça marche bien chez nous que les gens vont claquer des doigts vouloir l'utiliser. Travailler pour un collègue et travailler pour un client, ça n'a rien à voir. Non. Donc, c'est pas les mêmes process, c'est pas les mêmes organisations. Exactement. Si on se reparle dans 3 ans, tu penses que vous en serez où, Ouest France? 3 ans, ça sera déjà le grand rendez-vous pour la télé, dont on a largement parlet. Donc, ce sera un premier vrai bilan. Donc là, on va constater qu'on aura réussi, après avoir fait 3-4 virages, évidemment, parce qu'on n'aura pas raison du premier coup. Donc ça, oui, il faut qu'on réussisse. Et on n'en a pas parlé, mais la télé, quand tu la fais bien, il n'y a pas de raison qu'on la fasse mal, c'est aussi un relais de croissance économique. C'est-à-dire que dans nos métiers de la presse écrite, on est habitué, si je te donne un ratio, à avoir un EBE qui est autour des 5-6% du chiffre d'affaires. Quand tu travailles bien une télé, tu peux monter entre 10 et 15. Ouais, c'est autre chose. Donc c'est autre chose. Ouais. Alors à l'inverse, il y a des télés, quand tu fais que de l'info, c'est très compliqué. T'en as qui perdent de l'argent, évidemment. T'as tous les cas de figure. Mais il y a plein d'exemples. Il y a des exemples qui dans l'industrie, et dans ce niveau-là. Donc la télé, au-delà de tout ce qu'on a dit, je suis convaincu qu'à horizon, alors 2030, là, il faut être un peu plus loin, ça peut être évidemment un relais de croissance. Donc ça, c'est fondamental dans notre dispositif. Et deux, il faut un troisième type de ressources. Parce que finalement, par rapport à notre première rencontre, en 2022, même si on parlait déjà un peu des droits voisins, on était encore convaincus que print plus numérique serait suffisant pour avoir un avenir, on va dire, serein, parce qu'il y aurait une forte accélération du numérique. À la fois en abonnement, on l'a eu évidemment, pas qu'un peu d'ailleurs, on a une belle accélération, et la pub aussi. Mais le constat qu'on fait aujourd'hui, et là aussi on n'est pas les seuls, c'est que c'est pas suffisant. Non. Et donc, ça plafonne, ou en tout cas... en tout cas, plein de raisons. Inflation, plein de raisons, la pub, les GAFA, les abonnements, à un moment donné, faut les choisir. Mais ta croissance, et puis tu t'abonnes pas à 3 journaux, ou à 3 titres. Donc il y a besoin de ce troisième levier. Je reboucle avec les droits voisins plus l'IA. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas des montants significatifs qui vous reviennent. À l'inverse, il faudra être très prudent stratégiquement. C'est peut-être le plus gros enjeu. Allez, je me lance. C'est qu'il y a quand même un risque très fort de désintermédiation des médias. Et nous, notre conviction, et on ne bouge pas, c'est qu'un média, pour être pérenne, j'emploie des mots un peu lourds, il faut qu'il soit producteur de contenu, mais il faut aussi qu'il soit diffuseur de contenu. Et que ça soit les Google, que ça soit l'IA, on a un risque, là, dans les 3 ans qui viennent, important, d'être désintermédié de façon importante. Et si je pousse le bouchon jusqu'au bout, et ça ne sera pas ça, évidemment, mais si Ouest France n'était qu'un producteur de contenu, alors là, on serait en grande difficulté. Parce que tu te feras un peu matraquer sur les coûts. Oui, et d'autre part, tu n'as pas la relation, tu n'as pas la data. Avec le lecteur. Ouais. Et donc là, tu perds ta valeur ajoutée aussi. Ouais. Donc ça, c'est un enjeu très important sur lequel on va se battre, évidemment, dans les 3 ans et peut-être encore après. Mais il est important que les médias, c'est pas que Ouest France, en tout cas c'est notre conviction, restent des producteurs et des diffuseurs. Et c'est peut-être l'enjeu majeur à venir des 3-5 ans qui viennent.
Donc encore. Parce que entre un Google qui pourrait donner qu'une seule réponse et l'IA qui fait déjà des choses, il suffit de regarder Perplexity, hein, il fait des choses assez extraordinaires en agrégation, en restitution d'infos. Oui, donc un vrai moteur de recherche. Là, tu poses ta question et tu as un résultat. Voilà. Donc tu vois plus ton lecteur dans ces moments-là. Donc ça, c'est peut-être le plus grand combat. Et pour nous, il est extrêmement stratégique. Oui. Ça va être intéressant de suivre, en tout cas. Beau, et puis après, il faut grossir peut-être encore. Le dernier élément, mais donc c'est se diversifier. Et là aussi, ce qui s'est passé récemment m'interpelle, c'est on se diversifie pas mal d'acteurs sur ce qui s'appelle les codes promo. Donc les médias qui ont forcément un bon référencement exposent des codes promo et gagnent une petite commission au passage quand le code promo est utilisé. Et Google a décidé de sanctionner ça. Ouais, l'été dernier. C'est tout récent. Alors progressivement au niveau mondial, mais en France assez récemment, c'est scandaleux. C'est sans préavis. C'est comme eux qui dictent les règles du jeu. Ouais, c'est des règles du jeu imposées par un GAFA. Et on comprend bien pourquoi. C'est que, comme par hasard, il a un truc qui s'appelle Google Shopping. Donc c'est pas équilibré. Et je pense que aucune industrie, aucun acteur ne peut gagner s'il maltraite ses partenaires. Et je le vis un peu comme ça. Oui, c'est clair. Je suis aussi d'accord. Il faut continuer ce combat-là et se diversifier. Et c'est leur intérêt aussi. Et c'est leur intérêt aussi. Ils ont besoin de nos contenus. Google le reconnaît. Facebook, non, mais bon, je laisse de côté Zuckerberg, il est parti je ne sais pas où. mais Google le reconnaît. Et donc, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin aussi de la data qu'on apporte grâce à nos contenus, aux thématiques que l'on traite. Eh bien, trouvons ce modèle équilibré. Et le modèle équilibré, c'est pas quelques millions d'euros de la part de Google pour tous nos contenus au niveau d'Ouest France. Je ne demande pas 40, mais c'est peut-être 2-3 fois ce qu'ils nous ont proposé jusqu'à présent. Donc, c'est pas inaccessible non plus. Et 2-3 fois pour eux. Alors, OK, ils sont mondiaux, il y a plein d'acteurs, mais ça me paraît très raisonnable. Ouais. Le problème, c'est toujours qu'on ne sait pas exactement combien ils gagnent directement grâce à ces contenus. C'est que tant que c'est une boîte, voilà, ils diront jamais. Donc quelque part, ils peuvent dire non mais c'est déraisonnable et puis faire traîner et puis en attendant, il se passe rien. Effectivement, dès que tu fais une démarche, si tu vas sur le terrain juridique, voilà, c'était parti pour la gloire. Donc exactement. Exactement. C'est compliqué. Je pense qu'on parlera de ça encore dans 3 ans. Je pense. À mon avis. Et il y aura d'autres acteurs, je ne sais pas qui, mais. Exactement, tu vois, de la même manière que la générative est sortie, je pense qu'on a absolument pas fini d'en parler. Dernière question qui est un peu le gimmick du podcast. Est-ce que tu as un truc cool? Ah ouais, là, la première fois, j'étais pas préparé, mais voilà. Maintenant, j'étais préparé. Oui, j'en ai un. Bah, tu sais que comme on se connaît, que je suis passionné de musique. Ouais. Et donc, pour rester dans l'actualité, donc il y a un album une chanteuse que j'ai adorée ces derniers temps et qui s'appelle, elle n'est pas très connue, Sharon Van Etten. Sharon, on va regarder. Je t'enverrai le lien. Et elle a une voix extraordinaire. Et puis en plus, je crois qu'elle passe à Paris là, ces jours-ci ou ces semaines-ci. Donc si tu as l'occasion, va la voir. Sharon Van Etten. Écoute, on va regarder ça. Donc écoute, et tu me diras ce que tu en penses. Exactement, avec un nouveau single, Afterlife. Eh ben écoute, merci pour la découverte, merci pour ton temps, surtout Fabrice. C'est toujours un plaisir. Hein, écoute, ce petit update de marché, c'est important de voir aussi ce que vous faites. Puis pour nous, c'est aussi une pause dans notre quotidien, donc d'échanger avec toi, c'est toujours un plaisir. Eh ben, écoute, merci. Bon courage pour cette charrette de 6 mois. Compte à rebours est lancé. Vous êtes. Je crois que c'est le terme des architectes. Ma femme est architecte. Donc je crois que c'est ça. La vraie expression, c'est même être charrette au cul. C'est vraiment l'expression, tu vois. Donc ça, je l'entends pas mal à la maison. Donc on est effectivement bien dans ce contexte-là. Ouais. Et ben écoute, ça va. Donc je pense que tu vas pas prendre des grandes vacances cet été. Moi, j'ai une chance. Hein, tu sais, moi, je fais rien. Hein, c'est ça le talent, c'est de s'entourer de meilleurs que soi. La délégation, c'est toujours un grand talent. On pourrait faire tout un épisode, je pense, là-dessus. Merci Fabrice. Mais de rien, merci à toi. Hâte de voir tout ça. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.